Tu sais, Gabriel, il n'y a pas très longtemps, j'étais dans le métro parisien et je prends le métro et je vois une bande, 4-5 personnes, des jeunes, bon, je dirais une petite trentaine d'années, 25 ans. Et c'était le concert de Jimi Hendrix ce soir. Mais j'avais pas besoin de savoir que c'était le concert pour savoir qu'ils y allaient. Et pourquoi? Je pense que c'était les admirateurs, comme on appelle ça, tu sais, les admirateurs. Et en fait, ils étaient complètement en admiration de Jimi Hendrix parce que ça se voyait sur eux. Ah ouais? Jusqu'aux fringues, jusqu'à des ajouts de dreadlocks, etc. Alors que c'était pas du tout la morphologie de Jimi Hendrix et c'était même pas la même couleur de peau ou autre. Et en fait, ça m'a interloqué. En fait, je me suis posé la question à quel moment on est capable d'aller jusqu'à là en admiration pour quelqu'un. Et alors, ce phénomène d'admiration que tu as vu chez eux, ça t'a mis mal à l'aise? Bah ouais, parce qu'en fait, typiquement, ce type de personnes, c'est des gens qui ont commencé potentiellement le monde du travail et donc en fait qui sont en train de s'établir eux-mêmes dans leur vie de jeunes sortis d'études. Et puis d'un seul coup, pour un concert, et se remettre dans une admiration à 100%. Et je trouve ça gênant parce qu'en fait, c'est pas vraiment eux. Et en fait, ils auraient pu profiter du même moment en étant tout simplement pas habillés en Jimi Hendrix. Et alors, qu'est-ce que tu penses qu'il y a derrière ce phénomène d'admiration que tu as vu à travers cette anecdote? Je pousse un peu plus loin, là, cet aspect-là m'a fait prendre conscience de ça. Puis j'y ai réfléchi, et puis t'as des hommes politiques qui sont admirés aujourd'hui. Bien sûr. Et là, c'est pas physiquement parlant, c'est plutôt par des prises de position, par cette capacité à dire non ou à dire oui ou à emmener des foules. Ils sont dans une admiration complète d'une personne, tout en étant eux-mêmes complètement différents. Et quand on part de là, en fait, l'admiration, c'est ce qu'on aimerait être, en fait. C'est le miroir, c'est admirer, c'est miroir. Oui, le verbe admirer. Le verbe admirer. Tout à fait. Et donc, c'est de se voir, de se projeter. C'est un peu comme ça que j'aimerais être. C'est un peu comme ça que je suis ou que je pense être. Et ça, c'est frustrant parce que c'est parfois des gens qui vont prendre des chemins qui ne sont pas les leurs, pas du tout, et qui vont essayer de les suivre. Parfois, ils vont s'y tenir beaucoup trop, je pense, et qui vont parfois se perdre. Oui, puis en plus, quand ils se mettent à admirer quelqu'un, eh bien, ils vont investir la personne de ce qu'ils aimeraient être. Ah oui, Mais en l'investissant, ils vont surinvestir l'autre, au point qu'ils vont projeter dans l'autre des choses qu'ils ont eux-mêmes, mais ils en sont inconscients. Complètement. Et c'est là où même parfois il peut y avoir cette prise de conscience qui fait mal, parce qu'un jour on va se projeter sur cette personne qu'on admirait tant, et qui va pas faire ce qu'on attend parce que c'est ce qu'on aurait projeté nous à ce moment-là. Tout à fait. Et là, ça peut être difficile. Ah là, c'est la catastrophe. Ah là, c'est la catastrophe. Parce que les yeux s'ouvrent. Ah oui. L'autre n'est pas mon soleil. Exactement. Et ça, c'est des choses que je vois dans la vie de tous les jours. Dans mon métier... Ouais, comment tu le vis, toi, dans le management, par exemple? Quand tu manages une équipe, tu as le management par l'exemple. Et donc, en fait, tu montres que tu sais faire et puis, du coup, tu as aussi un peu plus d'expérience. Chacun son histoire. Bien sûr. Et il se trouve que moi, dans mon métier de vendeur, je coach des équipes commerciales, mais je suis un bon vendeur. Et du coup, je suis admiré. Les gens se disent « Ah, il est bon, bravo ». Et puis, quand tu prends des jeunes, ils arrivent, ils disent « Ah là là, il est bon, il est très fort ». Alors du coup, ils essayent de rentrer et de projeter sur moi. Je veux être comme ça, et je suis comme ça, et j'essaye d'être comme ça. Et en fait, et ça marche même... Là, c'est assez drôle, c'est que dans mon ancien univers, dans mon ancienne entreprise, je porte toujours une chemise blanche... c'est moi, enfin, c'est comme ça. J'ai ma chemise blanche, j'ai mon petit jean, et en fait, j'ai des gens qui ont changé de style vestimentaire. Et je m'en suis rendu compte. C'était waouh. Mais le plus dur dans le management, c'est de faire en sorte justement de dire n'essayez de pas te faire comme moi, en fait. D'accord. Et donc le bon manager, c'est quelque chose sur lequel moi je m'impose parce que j'ai été dans une expérience passée un manager qui voulait que les gens me ressemblent. Parce que je pensais que j'avais les bonnes pratiques et que c'était comme ça qu'il fallait fonctionner. Donc il y a toujours un peu de technique. Mais en vrai, c'est le style de chacun qui apporte énormément de valeur. Bien sûr. Et j'ai appris ça dans l'entreprise dans laquelle je travaille et j'évolue aujourd'hui avec mes collègues. C'est que leur donner, en fait, justement, en fait, un vrai manager, c'est quelqu'un qui donne à ces personnes la prise de l'autonomie nécessaire sans qu'ils soient sans arrêt en train de projeter pour faire comme moi j'ai fait, parce que j'étais le premier vendeur, donc il ne faut pas qu'ils cherchent à faire comme moi. Il faut qu'ils m'apportent justement ce que je n'ai pas su faire, moi. Tout à fait. Donc ça veut dire ne pas se projeter, ne pas faire comme Baptiste en utilisant les mêmes techniques, mais du coup créer des nouvelles valeurs ou créer des nouvelles connaissances parce que leur style va apporter ça.
Tout à Et fait. donc en fait, je pense le management, je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est vraiment aider la personne à mieux se connaître et surtout sortir de ces cadres qui sont posés par le management à l'ancienne, notamment, qui est voilà, c'est ce qu'on dit, le bon vendeur n'est pas forcément le bon manager. Tout à fait. Et donc en fait, un vrai manager, c'est quelqu'un qui va réussir à sortir les gens pour qu'ils se connaissent mieux et qui sont tellement en force de leur connaissance, surtout pour la vente, tellement sur d'eux parce qu'ils savent qu'ils ont le propre style et qui va faire que ça va arriver au final. Tout à fait. Donc en fait, le travail du manager, c'est d'éviter ce phénomène de l'admiration qui est un phénomène projectif et éviter ce phénomène sous-jacent à la projection qui est la confusion. Exactement. Se confondre moi et l'autre. C'est ça. Parce qu'en fait, à un moment donné, il y a toujours un moment donné où la déception arrive. Tout à fait. Et la déception, c'est le manager qui, à un moment donné, n'a pas l'esprit d'écoute parce qu'il est pris par d'autres sujets. Tu as d'autres problématiques et on te pose une question, tu y réponds, mais tu n'y réponds pas bien ou tu n'as pas fait assez preuve d'écoute. Par contre, la personne à qui tu reportes, enfin la personne qui attendait ça de toi, il ne sait pas qu'entre deux, tu es en train d'éteindre un feu ou il y a un client qui se plaint, etc. Mais tu n'as pas fait cet esprit d'écoute et donc du coup là, tu casses énormément la relation et du coup c'est beaucoup plus déceptif et c'est vraiment difficile. Et donc ce côté confusion est quelque chose d'hyper présent en fait aujourd'hui dans le management, mais même dans la relation à l'humain. Tout à fait. Et toi, comment tu vois, tu penses que c'est seulement la confusion, l'admiration? Disons que l'admiration est un phénomène projectif qui est le lieu de la confusion, mais tu as raison, il y a d'autres phénomènes projectifs qui mettent en jeu non pas la confusion, mais carrément la fusion. Donc là, on va beaucoup plus loin. Parce que, disons que quand il y a fusion, il y a identification. C'est-à-dire que l'autre n'existe pas. Je projette massivement sur l'autre. Il est une partie de moi. Et un des exemples majeurs, c'est la passion amoureuse. Ah, ça expliquerait pourquoi est-ce que tu vas chercher généralement plus facilement quelqu'un qui te ressemble. Alors ça peut être ça. Ça peut être aussi, tu vas chercher quelqu'un qui est différent de toi, mais qui t'est complémentaire. C'est ça, exactement. Et là, tu vas projeter massivement. Mais tu ne projetteras pas la même chose, bien sûr. Non, bien sûr. Alors, dans le cas de la passion amoureuse, la complexité de l'élaboration du mécanisme psychique, c'est que quand on est passionnément amoureux, eh bien, on est beaucoup plus amoureux de sa passion que de l'autre. Et un exemple majeur dans la littérature, c'est Giacomo Casanova, qui était un homme qui aimait éperdument les femmes et qui a projeté massivement sur elles une partie de lui-même. Et au point même que ses maîtresses disaient « De toute façon, Giacomo, c'est pas nous qui l'aime, c'est lui. Lui à travers nous. » Et donc ça, c'est très très fort de la part d'un témoignage d'une de ses maîtresses, parce qu'on pourrait se demander, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce mécanisme de projection massive de Giacomo sur ces femmes, sur les femmes en général? Eh bien, il faut interroger sa vie, et on prend conscience qu'en interrogeant en profondeur sa vie, il a essayé de projeter sur les femmes l'admiration éperdue qu'il a eue pour sa maman. Ouais, d'accord. Mais vraiment éperdu pour sa maman, et il a réécrit ce scénario avec toutes les femmes qu'il a eues. Et c'est pour ça il a vraiment aimé les femmes. Il les respectait, il les honorait, mais elles étaient un miroir de lui-même. Il n'était pas à l'écoute des femmes, mais à l'écoute de lui à travers les femmes. Donc ça, c'est vraiment l'exemple archétypique de ce qu'est la possession, je le dis, c'est un lapsus, la possession amoureuse, qui est une véritable passion. Et là, on a une fusion, une vraie identification. Mais tu sais, Baptiste, la passion amoureuse n'est pas le seul lieu de la fusion projective. On se construit par projection. La projection n'est pas un mal. On a besoin de se construire, et ça depuis sa plus tendre enfance. Ah oui, donc là, ce que tu voudrais dire, c'est que quand tu es petit, à la cour de récré, et que tu dis « Non mais attends, si tu me tapes, je vais aller chercher papa parce que c'est le plus fort », je suis en pleine projection et en pleine admiration de mon père. Exactement. Ah ouais, c'est logique. Donc en fait, on se construit depuis le plus jeune âge. Exactement. En projection. On a besoin de ça. J'ai maman, c'est la plus belle. C'est la plus belle des fées. Papa, c'est le plus fort. J'ai mon grand frère qui joue trop bien au foot, je veux devenir un grand joueur de foot. Je projette. Ok, d'accord, je vois. Ouais, ça c'est véridique. Mon petit neveu, il se projette parce qu'il m'a vu un jour faire du sport ou faire de la voile et il se dit mon tonton il fait de la voile. Exactement. D'accord. Ouais. Dans l'évolution de l'être humain, naturellement,
on va, à un moment donné de notre vie, dans la préadolescence, faire nos retraits de projection. Alors, tu en as besoin au début parce que c'est quelque chose qui t'aide et qui te fait avancer. Oui. Et à un moment donné, bah forcément, parce que tu vas te rendre compte que ton papa, c'est pas le plus fort du monde. Et non, il a des failles. Exactement. Et ça, c'est assez intéressant. Donc ça, c'est comment tu dis le retrait de projection. Voilà, on fait notre retrait de projection et on voit dans l'autre plus l'ombre qu'il a que la lumière qu'il avait avant. Exact. Tu vois ? Mais c'est la même chose pour le Père Noël. Un enfant a besoin de croire au Père Noël parce qu'il se construit. C'est une projection. Et à un moment donné, dans la cour d'école, on va lui dire « mais le Père Noël, c'est tes parents ». Et il va faire son retrait, avec plutôt une déception. Ouais, toujours une déception. Mais il va se construire. C'est vrai. Donc on a besoin de la projection. C'est vraiment quelque chose de très fort. Mais il faut à un moment donné de notre existence faire nos retraits, prendre conscience qu'on a projeté une partie de nous-mêmes sur l'autre et faire ce retrait, donc différencier les choses, pour qu'à ce moment-là, eh bien, on puisse apprendre à se connaître et ne plus projeter sur les autres une partie de nous-mêmes. Et en apprenant à se connaître, eh bien, doucement, en faisant ces retraits de projection, eh bien, on va doucement arriver à ce qu'on appelle l'éveil intérieur. Et celui qui est vraiment éveillé, c'est celui qui a travaillé à faire le plus grand retrait de ses projections. Mais un état d'éveil est toujours un état, on va dire, partiel et un état ponctuel. On n'est pas éveillé toute notre vie. Toute notre vie. C'est un leurre, c'est une illusion. Alors, ce qu'on peut dire en conclusion, c'est que la projection, qu'elle soit l'admiration ou la passion amoureuse, est nécessaire, mais il faut apprendre à faire ses retraits pour ne pas tout le temps vivre à travers les autres. C'est ça. Écoute, Gabriel, je t'admire pour cette discussion. Quel homme! Merci à toi.